Alors, pour parler de cela, on va suivre cet agenda. Alors, pourquoi faire un audit? Quelles sont les raisons et à quel moment faire un audit et IPv6? Donc, ça sera le premier point. Ensuite, nous allons regarder comment faire un audit. Les guides pas à pas. Nous avons un outil que nous allons vous partager. Ah, ok, il y a Cherkaoui qui dit si c'est ça, alors on le fait chaque jour. Ok. Ensuite, on va essayer de vous démontrer l'outil qu'on a mis en place. On va essayer de vous présenter cet outil-là. Et puis ensuite, on va prendre les questions. Donc, alors, en général, je souhaite finir la présentation et prendre les questions à la fin. C'est plus ordonné. Donc, dans la présentation, on aura des questions à vous poser. Donc, on aura des sondages. Donc, vous allez faire les sondages et vous communiquer les résultats. Mais je souhaite que si vous avez des questions, vous puissiez les garder pour la fin. Comme ça, on arrive à bien gérer le temps. Je peux faire la présentation à 30-45 minutes et à la fin, on aura le temps de prendre toutes les questions. OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les garder, vous pouvez les noter et puis on va les prendre à la fin. C'est plus ordonné comme ça. OK? Pourquoi faire un audit? OK? Alors, pourquoi ne pas commencer immédiatement à déployer PV6 et faire un audit? Donc, on essaie de parler de ça. Alors, les ingénieurs brillants n'avancent pas à l'aveugle. Alors, ici, il est question de quoi? Ici, nous sommes en train de parler de déploiement d'IPv6. Nous voulons déployer IPv6, mais nous sommes rentrés dans une entreprise qui a une infrastructure en place, qui a des équipements, qui a des applications héritées, qui a des équipements aussi hérités, qui ont des applications qui ont été faites par des entreprises parce qu'avant, on utilisait IPv4, donc ces applications ont été taillées sur IPv4. Donc, avant de se lancer dans le déploiement d'IPv6, il est important de savoir, OK, quels sont les équipements dans notre infrastructure qui peuvent supporter le projet que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le déploiement d'IPv6. Quelles sont les applications dans notre entreprise qui doivent être mises à jour, etc., etc. Donc, il est très important, avant de commencer notre projet, de savoir un peu les équipements qui ont besoin d'être mis à jour, les changements qui doivent être effectués. Donc, c'est très important de le savoir. Voilà pourquoi il est important de penser à cela. OK? Maintenant, nous allons maintenant faire le deuxième sondage. Donc, je viens de dire tantôt qu'il est important de faire un audit avant de commencer son projet de déploiement parce que nous sommes dans une entreprise, nous ne savons pas si les équipements qui sont en place, si les équipements que nous avons trouvés, si les équipements que nous venons d'acheter supportent IPv6. Donc, il est bien, pour ne pas avancer à l'aveugle, d'être sûr que ces équipements-là supportent IPv6. Alors, maintenant, je vais vous donner le deuxième sondage. Donc, on parle d'audit, mais nous avons mis ces points suivants et j'aimerais savoir quels sont ces points-là pour lesquels vous pensez que l'audit sera utile. Donc, on a réduit les risques liés aux vieux équipements, déterminer le coût précis du déploiement, réduire le temps de déploiement, ou bien toutes les options ci-dessous. Donc, vous pouvez aussi, je vous laisse aussi on va dire 1 minute pour répondre. OK. Donc, voilà. Continuez à voter. Alors, il y a un manager il y a des managers qui viennent de se manifester où on parle de déterminer le coût. Alors, Chérubin, on vient de charger une nouvelle question encore. Hein. La question numéro 3, pour laquelle on souhaiterait que vous répondiez. Voilà. OK, donc nous sommes à 69%. On a encore quelques personnes. Oui, ça avance vite, 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 vite. On est pratiquement à la fin. Donc, je vais bientôt arrêter. 84%, on a encore 5 personnes qui n'ont pas encore voté. OK. Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, ce que je vois, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Donc, on a 79% de personnes qui disent que toutes les options là que nous avons listées
seront utiles hein, à l'audit. Donc, on vient de voir un commentaire où on dit le coût inclut le délai, le déploiement. Alors, le coût, oui, le coût n'inclut pas forcément le changement d'équipement. Alors, peut-être que vous aurez besoin de faire des formations, peut-être que vous aurez besoin de reporter certains projets qui pourraient vous coûter de l'argent. Mais là, on parle déjà des équipements parce que IPv6 va fonctionner, va être configuré sur des équipements. Donc là, nous voulons vraiment savoir quoi. Donc ici, effectivement, donc on a réduit le temps de déploiement parce que lorsque vous avez un audit, ça nous aide aussi à cela. Déterminer le coût précis du déploiement, oui, ça fait partie, mais comme j'ai dit tantôt, changer les équipements n'est pas exclusivement le seul facteur qui implémente, qui interfère sur les coûts de déploiement IPv6. Donc, il y a aussi des formations aux besoins, il y a aussi énormément de choses qui peuvent être prises en compte. Donc, alors ici, je partage avec vous le résultat. Donc, vous pouvez voir que la plupart des personnes ont dit que toutes les options ci-dessous, c'est-à-dire réduire le temps de déploiement, déterminer le coût précis de déploiement, réduire les risques liés aux vieux équipements. Donc, c'est un peu ce à quoi nous nous attendions. Hein. Voilà, donc nous allons continuer. Alors, lorsque le conseil que nous donnons aux entreprises que nous aidons à déployer IPv6, c'est de faire l'audit dès que possible. Lorsque vous êtes d'accord que vous devez faire un projet de déploiement IPv6, donc dès le démarrage du projet, comme vous pouvez voir ici, la première chose à faire, c'est vraiment penser à l'audit. Pensez à l'audit qui va vous donner une idée claire, comme nous venons de le voir, surtout pour les coûts. Alors, il peut y avoir des coûts qui ne sont pas mentionnés par l'audit, c'est-à-dire que si on a besoin de formation, parce que dans l'audit, on se dit, OK, on a vu qu'on a pas mal d'équipements qui doivent être mis à jour, par exemple. On a des applications métiers qui doivent être mises à jour, par exemple. Mais aussi, on se rend compte que le staff ne peut pas aider forcément à la mise en place d'IPv6. Donc, la formation aussi peut faire partie des coûts. Mais il est important de savoir déjà quels sont les équipements qui seront impactés dans notre migration, quelles sont les applications métiers qui seront impactées dans notre migration. Alors, maintenant, comment faire notre audit? Comment faire un audit? Donc, on va voir la procédure, on va voir les outils. Alors, IPv6 Ready ne veut pas dire grand-chose. Alors, en général, quand nous achetons aujourd'hui nos CPE, même celui que j'ai à la maison ici, sur la boîte, vous avez le IPv6 Ready logo. Donc, vous avez la fiche technique où on vous dit IPv6 Ready. Mais en fait, IPv6 Ready, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'un équipement supporte IPv6, il y a vraiment plusieurs niveaux de support. Peut-être qu'on peut juste configurer IPv6 sur l'équipement. On ne peut pas avoir DHCPv6 sur l'équipement. On peut configurer que manuellement, on ne peut pas avoir de configuration automatique. Pour le routeur, peut-être que le routeur ne fait que OSPF, il ne peut pas BGP, il ne fait pas ISIS, etc., etc. Donc, vous voyez que le logo IPv6 Ready ne veut pas dire grand-chose. OK? Donc, vous pouvez vous trouver dans un système, par exemple, dans un système d'information où vous êtes dans un data center, où vous êtes peut-être opérateur de transit, ou dans un point d'échange Internet. Vous avez besoin, par exemple, de faire BGP avec vos différents intervenants. Mais vous vous rendez compte que le routeur que vous avez reçu, sur lequel on a mis IPv6 Ready, ne peut pas faire BGP. Par exemple, XML BGP ne supporte pas XML BGP pour IPv4, c'est-à-dire MPBGP. Donc, vous vous trouvez dans une situation où le boîtier vous dit, je supporte IPv6, mais la réalité, vous avez besoin d'une fonction que votre routeur ne peut pas faire. Mais par ailleurs, le routeur va vous dire que oui, mais vous pouvez configurer, par exemple, IPv6 de manière manuelle. Je peux, par exemple, accepter IPv6 de manière automatique. Je peux peut-être faire OSPF, mais je ne peux pas faire PGP. Donc, vous voyez, donc c'est un peu important. Voilà pourquoi quand vous regardez IPv6 Ready, le logo IPv6 Ready, il faut faire attention. Il faut regarder la version de l'équipement, etc., etc., et s'assurer que cet équipement comprend bel et bien IPv6. Voilà. Donc, il faut faire attention au logo IPv6 Ready qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, nous allons regarder ensemble quelques étapes d'un audit. Alors, la première chose, il faut lister les équipements. Alors, ceux qui ont déjà eu à faire un audit ou ceux qui n'ont pas eu à faire un audit, donc, on a envie de savoir quel est le support IPv6 que tous les équipements de notre système d'information a. Donc,
on va lister, c'est quoi? C'est des routeurs, c'est des switches, c'est des autres, c'est des serveurs, c'est des firewalls, etc., etc. On va lister tous ces équipements-là. Et ensuite, on va déterminer les fonctions requises. Alors, ce routeur-là, on a besoin de quoi sur ce routeur-là? Ce serveur-là, il a besoin de quoi? Est-ce que ce serveur-là fait DHCP en IPv4? On aura aussi besoin qu'il fasse DHCP en IPv6. Le serveur-là, il nous servait de serveur DNS. Est-ce qu'en IPv6, il peut faire DNS, etc., etc. Ce routeur-là qui est dans le cœur de notre réseau, qui était dans notre infrastructure MPLS, est-ce on peut configurer aussi IPv6 avec ce routeur? On utilisait OSPF dans nos systèmes d'information. Est-ce que les routeurs qui sont en place peuvent faire OSPF avec IPv6? Donc, c'est un peu ces fonctions-là qu'il faut savoir. Il faut pouvoir déterminer. Ensuite, on a utilisé, par exemple, un équipement, je dis microtique, pour notre système d'information. On a utilisé des équipements microtiques partout. Est-ce que ces équipements microtiques-là, selon le constructeur, peuvent supporter les fonctions que je veux? Est-ce que ce Windows Server que j'ai acheté peut me faire DHCPv6? Est-ce que ce serveur Windows que j'ai acheté peut me faire DNS? Est-ce que ce serveur Unix que j'ai acheté? Donc, c'est un peu cela. Donc, vous avez acheté une marque chez un constructeur donné. Il faut vous assurer que ce constructeur vous donne ce besoin-là que vous voulez pour cet équipement que vous avez acheté. Et ensuite, vous décidez. Alors, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez acheté un équipement de marque, par exemple Tata ou Toto, vous qui fonctionne très bien en tant que DHCP, IPv4, mais quand vous allez sur le site de l'équipementier, vous vous rendez compte que Toto ne donne pas IPv6 en DHCP. Donc, vous vous trouvez dans une situation où il va falloir décider. Est-ce que je continue avec Toto ou est-ce que je change d'équipement? Ou bien est-ce que Toto me donne la possibilité de faire une mise à jour matérielle, une mise à jour logicielle, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, la première des choses, il faut avoir la liste de vos équipements IPv4. Qu'est-ce que vous faites actuellement avec ces équipements-là en IPv4? Allez sur le site du constructeur, regardez si le constructeur peut vous donner le support de ces fonctions-là que vous avez actuellement sur IPv6 et ensuite, vous décidez quoi faire. Troisième question. Alors, de ces 4 étapes-là, quelle est l'étape que vous pensez qui est la plus difficile? OK, donc on va faire la quatrième question, donc, qui vient de s'afficher. Alors, quelle est pour vous? C'est lister les équipements audités, déterminer les fonctions requises, prise de décision sur l'état ou bien recherche du support pour chaque fonction. Allez, vous pouvez répondre et comme d'habitude, vous soumettez. Maintenant, on a l'habitude, on peut répondre assez rapidement. Oui, je vois que ça va assez vite. OK. Voilà, donc répondez. Voilà, vous répondez. Déterminer la fonction requise pour chaque équipement. OK, nous sommes à 42%. Pourtant, ça semble ne pas être très compliqué. Je vais vous clarifier tout ça encore au besoin. Rechercher le support pour chaque fonction vient en troisième position. Oui, la liste des équipements audités, c'est assez simple, hein. Donc, tout le monde sait un peu comment le faire. Alors, nous avons 10 personnes qui devraient répondre. S'il vous plaît, je vous donne encore quelques minutes. Oui, répondez aux questions pour qu'on avance. OK. Alors, nous avons 41% déterminer les fonctions requises pour chaque équipement. Et puis, prise de décision finale sur l'équipement. Ah, vous allez voir que c'est très facile, hein, quand je vais vous réexpliquer ça. Rechercher le support pour chaque fonction. OK. Oui, 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 oui. OK, Willy, assure-toi que pour les autres questions, on a tout, hein. OK, alors on a 80%, OK. Bon, je pense que c'est un bon pourcentage. Alors, de tous ceux qui ont répondu, nous avons 41%
Je vais arrêter le vote et vous partager et puis je vais commenter. Oui, en fait, on a un commentaire d'un panéliste qui nous dit que quelquefois l'équipement, le fournisseur nous dit que l'équipement est IPv6 ready, mais pour l'exploitation, on constate que, par exemple, le noix 64 n'existe pas. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit, par exemple, quand vous voyez le logo IPv6 ready, par exemple, sur la fiche technique d'un équipement, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut vraiment descendre dans les détails pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on a 85% des personnes qui ont répondu. Je partage avec vous le résultat. Alors, vous pouvez voir que, alors, le premier point, bon, c'est normal, hein, la plupart des personnes en sait un peu. Alors, maintenant, la détermination des fonctions requises pour chaque équipement. Alors, j'aimerais réexpliquer cela. Lorsqu'on parle de déterminer les fonctions requises pour chaque équipement, ça veut dire que euh, dans votre réseau, en ce moment, vous avez des serveurs, vous avez des routeurs qui implémentent des protocoles et qui implémentent des services donnés en IPv4. OK? Vous avez peut-être dans votre salle serveur, votre serveur une machine qui vous donne DHCP, qui donne des adresses à vos clients en IPv4. Vous avez une machine qui est utilisée comme serveur DNS. Vous avez une machine qui est utilisée comme serveur web. C'est ça les fonctions requises. Maintenant, on vous demande que, alors cette étape est très simple. Ça veut dire que dans votre salle serveur, vous avez 3 serveurs. Et ces 3 serveurs-là, il y a un qui est serveur web, IPv4. On a besoin aussi que ce serveur-là fasse serveur web IPv6. On a un autre serveur qui fait DNS. On a besoin que ce serveur-là puisse le faire aussi en IPv6. On a un autre serveur qui fait DHCP. On veut que ce serveur-là puisse le faire en IPv6. Donc, c'est un peu cela qui signifie détermination des fonctions requises pour chaque équipement. OK? Donc, il faut juste savoir que voilà les fonctions que j'ai en IPv4. Je veux faire les mêmes fonctions en IPv6. Maintenant, la prise de décision. La prise de décision est en fait assez facile. La prise de décision, c'est par exemple lorsque j'expliquais l'équipementier. Bon, alors, je dis par exemple une connerie. Vous avez par exemple un serveur Linux sur lequel vous avez implémenté DHCP en IPv4. OK? Euh, vous voulez déployer IPv6, il faut absolument que ce serveur Linux-là puisse faire aussi DHCPv6, DHCP pour IPv6. Si malheureusement vous vous rendez compte que la version de la distribution que vous utilisez en ce moment ne peut pas vous garantir DHCP en IPv6, vous devez prendre des décisions. Donc, une des décisions serait peut-être de mettre à jour la distribution, ou si par malheur ou par extraordinaire, la distribution n'est plus soutenue, c'est-à-dire il n'y a plus de mise à jour possible sur cette distribution, vous allez être obligé de changer, d'aller vers une nouvelle distribution. C'est un peu cela qu'on parle de prendre les décisions. La décision, c'est est-ce que je maintiens l'équipement, est-ce que je le mets à jour ou est-ce que je le change? OK? Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je m'attendais à avoir un peu la recherche du support pour chaque fonction. C'était un peu, mais apparemment, ça allait facile, ça allait être évident, donc c'est une bonne chose. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons parler des outils que nous pouvons utiliser pour faire notre audit. OK? Alors, nous allons donner sondage. Alors, où pouvez-vous trouver la liste des équipements à auditer? Où trouvez-vous la liste des équipements à auditer? Donc, je vous donne le questionnaire. Le questionnaire s'affiche maintenant. Donc, on vous parle d'audit, mais où est-ce que vous pouvez trouver les équipements à auditer? Comment vous faites pour trouver ça dans vos systèmes d'information? Donc, vous pouvez avoir une documentation de réseau, vous pouvez avoir un système de gestion de réseau, vous pouvez avoir des outils de scan de réseau, euh, ou bien des autres sources. Alors, qu'est-ce que vous... Documentation du réseau, système de gestion de réseau. Bon, il y a un gars qui a mis aucune idée, OK. OK, on a encore 10 personnes qui doivent répondre. OK, ça monte.
Alors, je vois que on est à plus de 55% des personnes qui utilisent la documentation de leur réseau pour l'audit. On a 24% qui parlent qui utilisent des outils de gestion de réseau. On a des outils de scan actif de réseau. On a 13 personnes qui utilisent ça. On a une personne qui a mis autre source. On a une personne qui a mis autre source. On a deux personnes qui ne savent pas grand-chose, mais c'est bien, on va leur donner des exemples. OK, OK, OK. On a 88% de votants. Alors, nous avons la documentation réseau. Donc, la plupart des personnes qui ont eu à répondre nous ont parlé de documentation réseau. Je vais arrêter le pool et vous partager le résultat. Bachar Bong, est-ce que tu peux nous donner écris ton commentaire dans le chat? Si tu as des questions, tu les enregistres pour la fin. Tu les gardes pour la fin. OK. Alors, j'arrête le poll et je partage le sondage avec vous. Alors, vous pouvez remarquer que la plupart de vous utilisent la documentation de réseau pour, euh, pour faire les audits. C'est une bonne chose. Déjà, on a aussi des systèmes de gestion de réseau. Alors, qui connaît, qui a une fois entendu parler de GLPI? Alors, j'ai écrit GLPI, GLPI. Qui a déjà utilisé cet outil-là, GLPI? Les anciens, GLPI, c'est un vieux truc quand même. Oui, voilà, voilà, c'est pas mal. Donc, vous voyez, GLPI est un très bon outil qui nous aide aussi à faire de l'audit. OK, voilà, GLPI n'est pas mal. Et GLPI peut être utilisé comme source. Hein. Et puis, oui, il y a, bon, IPAM, c'est plutôt IP, Address Management System. Lui, il se focalise plutôt sur les adresses IP. Mais il y en a qui, il y a des outils il y a des IPAM qui vous donnent plus de fonctionnalités, effectivement. Oui, Nmap, oui, c'est un outil de gestion de réseau, oui, oui, oui. OK, il y a Kossi qui nous dit qu'il connaît GLPI, mais il n'a pas utilisé. C'est pas mal, c'est un outil de scan de réseau. Scan actif et il est vraiment performant. Moi, je l'ai utilisé, il est pas mal. Voilà, il y a Tmac. Oui, OK, voilà. Donc, c'est un peu ces outils-là qui sont utilisés. Donc, ceux qui nous ont dit qu'ils n'avaient aucune idée, vous avez maintenant toute une gamme de produits. Donc, en général, quand votre système d'information est bien documenté, vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette documentation-là. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, en général, lorsque vous faites de la documentation de votre système d'information, ça doit être mis à jour. Hein. En général, en fait, il y a tout un process de mise à jour parce que lorsqu'un équipement rentre, lorsqu'un équipement sort, il faut mettre à jour la documentation. Donc, effectivement, ça fait partie des sources que vous pouvez utiliser pour votre audit. Mais si la documentation n'est pas à jour, il est pas mal aussi d'utiliser un ITAM, IT Asset Management, pour voir les équipements qui rentrent, qui sortent, les mises à jour que vous faites sur des équipements. Avec GLPI, par exemple, vous avez même la possibilité, lorsque vous changez un disque dur, de faire la mise à jour. Lorsque vous faites une mise à jour logiciel, de faire la mise à jour, c'est pas mal du tout GLPI comme outil. Moi, j'ai eu à utiliser et il est gratuit en plus et c'est pas mal. OK. Alors maintenant, nous allons continuer. Alors maintenant, la première option, la première étape, c'était de déterminer la liste des équipements à auditer. Donc, on a dit ici qu'on avait des outils, on avait les documentations de réseau. La deuxième étape, c'est de déterminer les fonctions requises. Alors, lorsque, par exemple, ici, on vous a donné la liste euh, de certains outils hein, qui peuvent être utilisés. On a, par exemple, RAP 554 qui est un document qui est en ligne sur le site de RIPE-NCC, qui est la sœur européenne d'Afrique, où ils ont essayé de donner pour les fonctions spécifiques, pour les outils spécifiques, quelles sont les fonctions qui sont requises dans un système d'information. OK? Aux États-Unis, on a le NIST qui a essayé de formaliser un document aussi pour cela. Et puis, on a énormément de RFC. Alors, il y en a des centaines de RFC qui sont des documents très techniques. Mais je vous conseille quand même d'utiliser le document RIPE 554 qui est très intéressant. Donc, si vous voyez ce document, vous allez voir que pour des fonctions données,
Par exemple, lorsque vous êtes un ISP, on va vous dire pour un ISP, voilà les équipements qu'il faut et voilà les fonctions qui sont requises pour chaque équipement. Alors, ne vous méprenez pas. Vous n'avez pas forcément besoin que toutes ces fonctionnalités-là soient actives sur votre système d'information, soient actives sur vos différents équipements. Je donne un exemple. Si vous avez, par exemple, si vous utilisez OSPF dans votre système d'information, que vous n'utilisez pas, par exemple, BGP ou que vous n'utilisez pas RIP ou ASS, du moment que votre équipement donne a le support de cette fonctionnalité en IPv6, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de dire je vais changer l'équipement parce que j'ai lu qu'il fallait qu'il comprenne BGP. Même si vous n'utilisez pas BGP, vous n'êtes pas obligé de changer cet équipement-là parce qu'il ne supporte pas une fonction donnée. Du moment que l'équipement respecte ou donne un support pour les fonctions que vous utilisez en ce moment dans votre système d'information, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder cet équipement en IPv4 et en IPv6. Donc, la détermination des fonctions requises est très importante. Donc, pour un CPE, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de mécanismes de transition pour votre CPE. Donc, si votre ISP, votre fournisseur d'accès Internet, vous fait du tunneling, il faut que votre CPE puisse supporter du tunneling. Si votre FAI fait de la translation, il faut que votre CPE puisse supporter de la translation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous n'êtes pas obligé de supporter toutes les méthodes qui existent. Alors, ensuite, il faut rechercher les fonctionnalités en question. Alors, vous avez, par exemple, un serveur Windows 2008 chez vous, sur lequel vous faites DHCP. Maintenant que vous avez envie de faire DHCP avec IPv6, vous devez aller sur le site du constructeur, vous allez sur le site de Microsoft et vous allez dire, écoute, est-ce que Microsoft supporte IPv6 dans sa version Windows Server 2008? Voilà pourquoi on parle de rechercher les supports, les fonctions supportées. Okay? Donc, il est important de savoir, de vous assurer que votre équipementier supporte les fonctions dont vous avez besoin pour votre système d'information. On a la fiche technique aussi qu'il faut regarder. Donc, en général, aussi, on vous conseille de regarder la fiche technique. Ensuite, vous regardez aussi le site web. Et puis, il y a des sites neutres. Par exemple, IPv6 Ready Logo. Lorsqu'on va ouvrir l'outil, vous allez voir qu'on a des sites neutres. On a par exemple Wikipédia qui vous liste les équipements, les versions et les supports IPv6. On a par exemple IPv6 Forum qui vous liste tous les équipements qu'ils ont testés. C'est-à-dire que vous pouvez être un équipementier. Vous dites, moi, je supporte IPv6. Vous envoyez votre équipement là chez IPv6 Forum. Ils vont tester et ils vont le mettre sur le site web pour dire ces équipements-là supportent bel et bien IPv6. La quatrième étape, c'est la plus simple. Hein. Donc, le document RIPE 554 a été partagé sur le... Donc, vous pouvez ouvrir et vous allez avoir une idée de tout ce que je dis. Alors, la dernière étape, c'est de décider du statut du déploiement. OK? Donc, vous allez maintenant ensuite, une fois que vous avez compilé toutes les fonctions là, vous allez évaluer le support disponible, comme j'ai expliqué. Moi, j'ai besoin de OSPF. Est-ce que mon routeur actuel peut faire OSPF IPv6? Est-ce que j'ai besoin d'une mise à jour logicielle? Est-ce que j'ai besoin d'une mise à jour matérielle? Est-ce que j'ai besoin d'une mise à jour logicielle et matérielle? Ou bien est-ce que je suis obligé de remplacer l'équipement? Alors, toutes ces décisions vous permettront d'identifier le coût de votre déploiement IPv6. N'ayez pas peur. En général, quand on parle de coût des déploiements, les gens sont un peu frileux. Alors, je vous ai dit que IPv6 a été normalisé en 1999. Donc, si votre entreprise a changé des équipements dans ces 15 dernières années, vous avez la chance vous pouvez avoir la chance que votre équipement-là supporte IPv6. Alors, la mise à jour logicielle, je vais élaborer un peu. C'est juste une mise à jour du système d'exploitation qui est sur l'équipement. La mise à jour matérielle, c'est peut-être que la mise à jour logicielle demande plus d'espace sur la RAM, par exemple. Donc, vous aurez besoin de faire une mise à jour matérielle avant la mise à jour logicielle. Ou ça sera dans le cas des deux, vous avez besoin d'une mise à jour matérielle et logicielle. Mais quelquefois, vous vous trouvez dans des situations où vous n'avez pas d'autre choix que de remplacer. Bon, je suis désolé. Si vous utilisez encore Windows 95 dans votre entreprise, là, on ne peut rien faire pour vous. Si vous utilisez Windows XP, bon, là aussi, on ne peut rien faire pour vous. Vous serez obligé de changer carrément
de votre système d'exploitation. OK? Donc, on a des cas où on est vraiment obligé de changer des équipements. Alors, vous avez aussi des équipements. Hein, alors, ceux qui utilisent, par exemple, de très vieux routeurs qui ont des limites au niveau du hardware, c'est-à-dire des limites matérielles au niveau de la RAM, de la flash. Donc, vous pourrez être obligé de changer ces équipements. Si vous avez, par exemple, un très vieux CPU, vous vous rappelez qu'on utilisait les modems qui faisaient des bruits avant de se connecter à Internet. Bon, c'est des technologies qui sont dépassées, donc vous n'avez pas d'autre choix que de changer ces équipements-là. Et puis, le changement de ces équipements implique un coût que vous devriez maîtriser. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire un audit. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'outil dont je vous ai parlé pour vous faciliter la vie. Nous avons un outil que nous avons développé qui pourrait vous aider à déployer PV6. Donc, je vais arrêter le partage ici et vous envoyer autre chose. OK. All right. Donc, vous avez ici l'outil. Alors, cet outil dont on parle, c'est une feuille Excel. OK. Une feuille Excel où nous avons essayé de vous aider, vous faciliter la vie. Donc, le lien aussi vous sera partagé. Donc, vous allez avoir la possibilité d'utiliser ce fichier-là pour faire votre audit chez vous, dans votre système d'information et de le partager. On souhaite que cet outil reste en ligne. Comme ça, vous pouvez partager, travailler sur votre audit avec certains de vos collègues. Alors, la première feuille parle d'instructions. Donc, c'est en anglais. On va finaliser la version française aussi pour vous. Donc, ici, c'est un peu, on vous guide un peu, hein, comment est-ce que vous utilisez le fichier. Donc, c'est pas vraiment compliqué. À côté des procédures, là, on a des liens utiles. Donc, ici, on a mis ces liens-là. On a, par exemple, Wikipédia. Le premier lien, c'est ce lien-là, Wikipédia. Donc, vous voyez ici, il vous montre simplement les équipementiers et les versions, les systèmes d'exploitation et les versions. Vous avez AX, par exemple, à sa version 4.3, qui fait un support, vous voyez, par exemple, IPv6 Ready, donc il peut accepter IPv6, on configure IPv6, IPv6 est activé par défaut, il fait DHCPV6, mais vous voyez qu'il n'a pas l'option de recursive DNS, par exemple. OK? Donc, vous voyez, il ne peut pas faire du recursive DNS. Donc, vous voyez, donc, on a des outils neutres, on a des sites web neutres qui vous aident hein, dans votre outil. On a aussi on a un site web aussi, celui de Cisco. Donc, en fonction de la version de l'équipement, il va vous dire quel est le support qu'il a. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser le site, le dernier là, qui est celui-là, IPv6 Ready Logo, qui est le IPv6 Forum. Il est neutre, donc je vous conseille de commencer par lui. Donc, vous voyez que vous avez tous les équipements, tous les équipementiers, toutes les versions et les différents supports qui est produit. Donc, lorsque on répartit sur notre fichier Excel, vous allez voir que, par exemple, pour un routeur donné, vous pouvez venir sur le site de IPv6 Forum, ici, mettre le nom de l'équipement, de l'équipementier, si c'est Cisco, si c'est UAE, si c'est Microtik, si c'est NetAct, si c'est Juniper, et il va vous donner les différentes versions qui sont supportées. Par exemple, vous voyez ici, on a Cisco, on a la version du produit. Donc, vous voyez, c'est vraiment bon et vous nous dit, voilà les versions qui supportent, voilà les supports. Et vous dit quand cela a été mis, donc on a la date, c'est depuis 2013 que cette version a été approuvée dans le support IPv6. Donc, le site là, il est neutre et lorsque un équipementier dit que je supporte IPv6, il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre d'équipements sur lesquels on va tester. Par exemple, si je clique sur le lien donné, vous allez voir qu'on aura plus de détails. Par exemple, vous voyez qu'on a la catégorie de tests, on a testé le protocole, on a testé l'équipementier. Et puis, regardez où on a testé. Par exemple, on a des vendeurs, on a Brocade, on a Fastron Edge, on a Solaris, on a Solaris OS, on a FreeBSD. Donc, vous voyez, c'est sur ces surfaces-là qu'on a testé l'équipement. Donc, c'est une plateforme neutre que je vous invite vraiment à utiliser lorsque vous faites
votre audit lorsque vous utilisez ce fichier. Bon, nous allons maintenant revenir sur le fichier. OK, donc on a la définition. Alors, la définition, ici, on a essayé de lister les types d'équipements. D'abord, on a le routeur, firewall, on a les hosts, on a les switches, on a les CPU, on a les mobiles, on a le load balancer, on a les serveurs. Et puis, on a essayé de lister les fonctions. On a essayé de lister les fonctions. Alors, est-ce que j'ai une dans le chat? Le document peut être OK. OK, c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a pour, par exemple, une machine ou un serveur, on a besoin qu'on puisse configurer IPv6 manuellement. On a besoin que Slack soit actif. On a besoin d'avoir un client DHCP. On a besoin d'avoir un client de requis DNS. Donc, vous voyez, on a essayé de lister ces fonctions. On a utilisé le document RIPE 554 pour lister toutes ces fonctions-là. Donc, pour un routeur, voilà les fonctions communes qu'on veut avoir sur un routeur. On peut avoir MPBGP, OSPF, etc., etc. Pour un routeur ça c'est un routeur standard. Maintenant, on a un routeur sur lequel on veut être connecté, par exemple, à notre fournisseur de services Internet, un routeur qui va être utilisé, par exemple, pour connecter nos clients. Donc, on a ces routeurs-là qui sont là. Donc, on a ces fonctions-là qu'on veut avoir sur ces routeurs-là. Et puis, on a les CPE chez nous à la maison. Voilà les fonctions qu'on souhaite avoir sur un CPE. Et puis, on a des load balancers. Voilà les fonctions qu'on souhaite avoir sur les load balancers. Alors, ce fichier-là, vous aurez accès à ces fichiers-là. Vous pouvez faire une copie. Et puis, au besoin, vous pouvez modifier toutes ces informations-là. Donc, par exemple, si vous voyez que, par exemple, au niveau des load balancers, il y a des fonctions qui manquent que vous utilisez dans vos systèmes d'information, vous pouvez les mettre ici et automatiquement, ça sera pris en compte dans votre fichier d'audit. Et puis, on a la conclusion. Ici, on a la conclusion. On vous dit votre équipement est IPv6 ready ou bien on a besoin d'une mise à jour matérielle, on a besoin d'une mise à jour logicielle, on a besoin d'une mise à jour matérielle et logicielle ou l'équipement doit être absolument remplacé. Maintenant, vous avez la possibilité aussi des systèmes d'exploitation. Vous pouvez aussi décider dans l'audit quel système d'exploitation vous utilisez. Comme j'ai dit, vous pouvez augmenter la ligne. Vous pouvez augmenter. Si vous estimez qu'il y a un qui manque, vous pouvez simplement taper à la suite. Et puis, l'équipement est placé où dans vos systèmes d'information? Alors, toutes ces informations sont optionnelles. Vous n'êtes pas obligé de remplir toute la ligne. Mais si on vous donne la possibilité de dire que ce routeur-là est il a un routeur de bordure, c'est celui qu'on configure Internet. Ce routeur-là, il est dans le cœur de notre système d'information, etc. Il est dans le data center, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité aussi de dire où se trouve cet équipement-là pour lequel vous faites l'audit. Maintenant, si vous voulez aussi la location, où se situe l'équipement, vous pouvez mettre à la place de City 1, vous pouvez mettre par exemple Abidjan, vous pouvez mettre Brazzaville, vous pouvez mettre Conakry, Bénin, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre les villes où se trouvent ces différents équipements-là. OK, alors on a un commentaire de Kossi Amessinou. On va essayer de répondre à ce commentaire-là à la fin. Alors ensuite, on a tout sur le fichier, on a la feuille Network Diagram. Alors, ici, c'est un peu, on vous demande ici de mettre juste la topologie de votre réseau, topologie de niveau 1 de préférence. Et puis, vous avez la possibilité de mettre aussi d'autres niveaux de topologie pour voir un peu quelles sont les parties auditées. Et puis maintenant, voilà le fichier d'audit en lui-même. Alors, le fichier d'audit présente le nom de l'équipement. On a le type de l'équipement. Donc, vous voyez, tous ces menus de roulant là sont dans la partie définition. Vous voyez, par exemple, dans la partie type, vous voyez, on a routeur, on a firewall, on a host. Quand vous venez dans audit worksheet, vous voyez que dans type, on a routeur, on a firewall. Donc, si vous voulez ajouter un autre type d'équipement, vous allez dans le fichier de définition et vous l'ajoutez à la suite. Alors, la situation, on vous a dit où cet équipement-là est situé. C'est un équipement utilisé pour se connecter à notre FAI. C'est un équipement qui est dans le cœur de notre réseau. C'est un équipement qui est dans le data center. C'est un CPE, etc., etc. Donc, vous pouvez dire où se situe l'équipement en question. Vous pouvez dire ce sur l'équipement en question. Maintenant, l'équipement que vous avez choisi, quel est le système d'exploitation qui est là-dessus? Donc, vous avez Windows, Linux, macOS, etc., etc.,
iOS, XE, XR, Junos, etc. Donc, vous voyez, il y a les systèmes d'exploitation. Alors, si par exemple, vous utilisez NetAxe, parce qu'ici, on n'a pas le système d'exploitation de NetAxe, si vous utilisez NetAxe, vous pouvez retourner et mettre, si vous utilisez Barracuda, qui n'est pas ici, vous pouvez partir dans la partie définition et mettre équipement, le type routeur, c'est quoi? C'est Barracuda, la version, etc., etc. Maintenant, il va falloir mettre la version et ensuite, on va vous demander quelle est, par exemple, ce que je recherche. Donc, je veux qu'on puisse faire du Slack, je veux qu'on puisse avoir une DHCP client, je veux qu'il puisse faire du recursive DNS, etc., etc. Donc, c'est un peu… Et puis, est-ce que cette fonction est obligatoire? Alors, vous pouvez, comme j'ai expliqué tantôt, être dans une… Si vous êtes, par exemple, sur un CPE, que votre fournisseur de services Internet vous donne du dual stack, vous n'êtes pas obligé d'avoir la possibilité de faire de la translation avec votre CPE. Donc, si par exemple, vous avez envie d'avoir de la translation sur votre CPE, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre optionnel parce que votre fournisseur de services Internet vous donne Internet IPv6 avec du dual stack, qui n'est pas de la translation, qui n'est pas du tunneling. Donc, alors, l'option obligatoire, il faut savoir si c'est vraiment obligatoire. C'est obligatoire lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de l'activer. OK? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ensuite, vous allez voir si le support est total ou s'il n'est pas total. Et puis, vous faites la conclusion. La conclusion, c'est que c'est bon, j'ai IPv6. Non, je dois faire une mise à jour logicielle. Je dois faire une mise à jour matérielle. Je dois changer l'équipement, etc., etc. Vous faites la conclusion. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez voir que le fichier, il est un peu grand. Il y a pas mal de cases à remplir, mais il y a pas mal aussi d'options qui sont optionnelles. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs, mais il est important que l'audit se fasse avec votre équipe parce que vous ne pouvez pas faire un audit seul. Ça, j'ai remarqué quand on faisait l'audit, on n'était jamais seul parce qu'il y a énormément d'équipements et il faut parcourir les équipements, prendre des versions, etc., etc. Et donc, vous pouvez pas faire l'audit seul. Oui, le fichier, vous aurez un lien à la fin. Vous aurez un lien et il n'y a pas de souci. Vous aurez un lien pour avoir le fichier à la fin. Alors, ici, lorsque vous finissez de remplir ça, automatiquement, le système vous génère un audit, un rapport. Il vous dira quels sont les équipements à changer, les équipements mis à jour, etc., etc. Alors, ici, on a un exemple de fichier d'audit. On a un exemple de fichier d'audit. Donc, ici, c'est un routeur qui est sur notre plateforme, qui est sur notre banc d'essai. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous avez ici, moi, je me connecte au routeur en question. OK, il nous donne la main. Je me connecte. Donc, c'est un routeur de notre bombe d'essai. Donc là, vous voyez, on a mis routeur sur… je vous montre… je veux voir la version de ce routeur-là. Donc, c'est un routeur Cisco. Donc, alors, chaque système d'exploitation, chaque équipementier a sa manière de vous donner la version. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pas lié. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, ici, par exemple, nous avons la version du système d'exploitation qui est ici. OK? Et puis, on a la version de l'image qui est sur l'équipement, sur le routeur. Voilà. Donc, vous voyez que vous serez obligé. Voilà pourquoi il ne faut pas faire un audit seul, parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, vous pouvez diviser par niveau, par niveau de réseau. Ça peut être cœur du réseau, entrée de réseau, ou bien par VLAN, ou bien par bâtiment. C'est comme vous voulez. Et puis, vous faites l'audit parce que vous devez vous connecter sur chaque équipement pour voir la version de l'équipement. Pour voir la version de l'équipement. Donc, ça prend du temps. On a une question. Alors, on va prendre la question sur les questions à la fin. Et puis, on est pratiquement à la fin. Hein, donc, on va commencer à prendre les questions. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il faut venir, c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment aller sur chaque équipement, voir la version de l'équipement. Et je vais revenir maintenant sur le fichier que j'étais en train de vous présenter. Vous allez voir comment on a fait. Donc, vous voyez, donc, par exemple, ici, j'ai mis routeur, c'est un firewall.
il est situé dans le cœur de notre réseau. Donc, le système d'exploitation sur iOS. Donc, vous avez vu la version que je vous ai montrée tout à l'heure. 15.3, vous avez vu que j'ai fait show version sur le Cisco. Il m'a montré la version. Et puis, est-ce que je peux configurer de manière manuelle une adresse IPv6 sur l'équipement? Alors, c'est une option obligatoire parce que pour un routeur, on devrait pouvoir configurer de manière manuelle une adresse IPv6. Donc, on dit c'est obligatoire et ici, on dit que le support est disponible, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, avec la version de routeur, vous pouvez venir sur le site neutre de Cisco. Ici, si je mets, par exemple, l'équipement, si je mets Cisco, vous allez voir qu'on a la produit. Vous voyez ici, sur ce champ, on a la version du produit. Donc, on cherche, vous voyez dans la version, il y a la page suivante, vous trouvez la version et puis vous allez regarder maintenant le support que vous avez sur l'équipement. Donc, vous avez tout ici. Vous pouvez aussi utiliser le site de Cisco. Donc, vous pouvez aller même sur le site de Cisco. Vous mettez iOS, vous remplissez tous les champs et ils vont vous afficher les supports. Donc, le but de ce fichier-là, c'est vraiment de vous aider à faire votre audit assez facilement, vous faciliter la vie. Donc, la première feuille, c'est la feuille introduction où vous avez les sites web qui sont là, OK, qui peuvent être utilisés pour votre audit, ces différents sites web-là. Donc, si vous constatez présenter ici, vous pouvez nous donner le nom de l'équipement dans le chat et puis plus tard, on va essayer de trouver le site web de l'équipementier où il vous donne un peu tous les supports qu'il donne pour ces équipements-là. Voilà. Donc, avec les différents sites web là et le fichier qui est là, vous allez arriver à faire un audit et ça ressemblera à quelque chose comme ça. Alors, il est important de savoir que vous pouvez, pour un équipement donné, avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, vous faites comme on a fait ici. Vous voyez que pour le même équipement, vous voyez, on a mis cet équipement-là qui est le gateway. Là. On veut les fonctions, on veut qu'il se comporte comme un firewall, on veut qu'il ait les fonctions de routeur. Et pour ces fonctions de routeur, là, vous voyez qu'on a MPBGP, on a tous ces protocoles-là qu'on souhaite avoir de manière obligatoire sur notre routeur. Mon ami IPv6 prefix list, bon, là, on n'en a pas besoin forcément sur ce routeur en tant que tel. Mais vous voyez que pour un même routeur, on peut avoir besoin de plusieurs fonctions. OK? Donc, quand vous faites votre audit, vous vous rendez compte que vous avez configuré sur le même serveur. Vous avez configuré sur le même serveur, vous avez la fonction web, vous avez la fonction DNS, vous avez la fonction DHCP. Ne soyez pas perturbés, vous mettez juste le même nom du serveur et puis vous listez les features, ça sera DHCP, DNS, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire. OK, donc on retourne maintenant à notre présentation. Je vous ai présenté un peu l'outil. Et puis, on va revenir ici sur la présentation. Voilà, donc je vous ai montré un peu un exemple de routeur qu'on a fait. Et puis, qu'est-ce que nous offrons? Alors, l'étape suivante, ça peut être ça. Vous devez vous enregistrer pour demander une aide gratuite. Nous donnons de la consultation gratuite. Afin donne la consultation gratuite à ceux qui veulent déployer PV6. Si vous avez envie de déployer PV6 dans votre système d'information, vous vous inscrivez sur ce lien et puis on va vous prendre en compte. Et puis, on vous enverra un lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Et puis, nous allons vous accompagner, nous vous aider à déployer PV6 de manière vraiment méthodologique. Et voilà, nous sommes vraiment à l'écoute pour vous.